C'est l'une des images de ce second mandat de Donald Trump. Le président américain et 5 dirigeants africains réunis autour d'une même table. C'était il y a 2 semaines à Washington. 3 jours de discussion avec au programme notamment les questions commerciales. Alors, quels sont les deals, les échanges justement souhaités par Donald Trump en Afrique? Et s'agit-il d'accords gagnant-gagnant? On va en parler avec nos invités du soir. Sédik Abba, bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain spécialiste du Sahel. Et puis on joindra dans un instant Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI. Sédik Abba, déjà première question, historiquement, que l'on comprenne, quelle était la nature des échanges diplomatiques et commerciaux entre les États-Unis et les pays d'Afrique, mais avant l'arrivée de Donald Trump? Oui, il y avait, avant l'arrivée de Donald Trump, un certain nombre d'accords. Par exemple, l'Agence américaine du développement, USAID, était un des principaux pourvoyeurs de l'aide au développement aux pays africains. Il y a à côté de cette aide globale que l'USAID fournit aux pays africains, 2 grandes initiatives américaines, l'AGOA, qu'on appelle Africa Growth Initiative for Africa Opportunity, qui a été créée en 2000, et puis le MCC, le Millennium Challenge Account, MCC, qui a été créé en 2002 et qui permettait d'avoir des échanges commerciaux. La première initiative est une initiative qui permet aux pays africains d'exporter vers les États-Unis avec des facilités. La deuxième initiative était une initiative qui permet de soutenir un certain nombre de pays africains sous la base de 3 critères, dont celui de la gouvernance et celui du caractère libéral de l'économie. Voilà, donc il y avait déjà des liens sous Joe Biden, sous Barack Obama, entre les États-Unis et l'Afrique. Absolument. Et l'initiative a été prise déjà sous Bush Junior, qui est républicain lui-même, mais elle a été prolongée en 2015 par le président Obama et elle devait arriver à échéance en 2025, sauf que Trump, qui a choisi un autre paradigme dont on va parler, a choisi de ne pas prolonger cette initiative et de rebâtir les relations économiques et commerciales avec les pays africains. Justement, Sédik Abba, on va écouter Donald Trump et justement, on va commenter cette déclaration juste après. Écoutez. Il y a beaucoup de colère sur votre continent. Nous avons été en mesure d'en résoudre une grande partie. Mon administration est déterminée à renforcer nos amitiés en Afrique grâce à des efforts de développement économique qui profitent à la fois aux États-Unis et à nos partenaires. Donald Trump qui veut augmenter les amitiés sur le continent, les amitiés américaines sur le continent africain. Une réaction déjà tout d'abord à cette déclaration? Oui, je crois qu'il veut changer de paradigme. L'Amérique est déjà présente dans beaucoup de pays africains. Il y a un réseau diplomatique, sans doute un des plus grands importants réseaux diplomatiques à travers les consulats et les ambassades des États-Unis. Il y a peut-être une volonté d'élargir à d'autres pays du continent, mais de reconsidérer aussi les types d'alliances qui ont pu, parce que traditionnellement, les principaux alliés des États-Unis sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, et là, il y a, comme on le voit dans cet échange-là, une volonté d'avoir de nouveaux alliés qui ne sont pas forcément les alliés traditionnels qui sont les poids lourds du continent tels que l'Égypte, l'Éthiopie ou l'Afrique du Sud. Et une des explications à cela, sans doute, Sédik Abba, c'est que Donald Trump, il souhaite désormais, ce sont ses propres mots, passer de l'aide en Afrique au commerce. Ça y est, ça c'est le nouveau paradigme des Américains, le commerce avant tout avec l'Afrique. Oui, je pense que, personnellement, je pense que c'est une nouvelle démarche. On a tenté pendant 50 ans, pendant 60 ans, le paradigme de l'aide. Et l'aide n'a pas aidé au développement de l'Afrique. Certains pays africains ont même reculé, alors que l'aide leur a été apportée, l'aide a été peut-être mal gérée, peut-être qu'elle n'était pas adaptée au contexte. En tout cas, l'aide n'a pas produit les résultats qu'on attend. Et là, on change de paradigme pour aller vers des partenariats gagnant-gagnant, peut-être, en tout cas, on verra ce que les partenaires vont donner, avec un focus sur le secteur privé qui n'a pas été suffisamment valorisé sur le continent africain. Peut-être que c'est le chemin qui va permettre à l'Afrique d'avoir une meilleure croissance, d'avoir de meilleurs résultats. Comme toujours avec Donald Trump, c'est du business avant tout. Ah oui, non, c'est concrètement le business. Mais pourquoi pas? Peut-être que le business, s'il est fait de façon intelligente, s'il est fait de façon gagnant-gagnant, si les Africains eux-mêmes se mettent dans la position de négocier avec les États-Unis, plus ils seront ensemble, mieux ils négocieront de mon point de vue. Peut-être que ça donnerait plus de résultats que la posture de l'aide qui
malheureusement, n'a pas donné de résultats pendant cette période. Et il y a même un fameux bouquin qui a été écrit qui s'appelle « Et si l'Afrique refusait le développement ?» On va revenir justement, et ça va compléter ce que vous venez de nous dire, sur cette réunion qui avait donc lieu il y a 2 semaines à Washington, autour de la table, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Gabon et le Libéria, en discussion avec Donald Trump donc, pour commercer, pour aller donc sur des mesures de deal ensemble. Pourquoi ces 5 pays avaient été conviés selon vous ? Non, je crois qu'il y a un choix de faire différemment. Parce qu'habituellement, quand les États-Unis réunissent les pays africains, on prend les poids lourds du continent, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, effectivement. Mais là, il y a d'autres pays qui ont été choisis, qui ne sont pas forcément les poids lourds, mais qui présentent un potentiel sur le plan de matières, ce qu'ils appellent les ressources rares, les matières premières très rares, les minerais, que ce soit le gaz, les minerais rares plutôt, les gaz, le pétrole, le cuivre, etc., le cobalt, tous ces pays-là présentent un potentiel en matière de ces ressources. Et je crois que les Américains, qui ne font pas du cache-cache, ont choisi ces pays-là en fonction de leur intérêt à eux, en fonction de ce que ces pays peuvent gagner dans un deal avec les États-Unis. Si je comprends bien, Seydi Kaba, Donald Trump privilégie les investissements et les discussions stratégiques avant tout. Absolument. C'est très clair dans le paradigme nouveau que le président veut impulser. Il y a une volonté de faire des investissements dans l'intérêt des États-Unis, mais dans l'intérêt des pays qui les reçoivent. Maintenant, tous les défis, de mon point de vue, est que ces pays s'organisent de façon à tirer le meilleur profit de ce nouveau paradigme, parce que s'ils partent en ordre dispersé, comme on a pu le voir avec d'autres partenaires, c'est clair que l'impact ne sera pas à la hauteur des attentes que ce nouveau paradigme vient impulser après le paradigme qui a échoué, celui de l'aide aux pays africains. Alors, on a surtout parlé effectivement de ce que pouvaient gagner les États-Unis dans ce nouveau deal, mais les pays africains en question, qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Ce sont avant tout des contrats pour des grosses entreprises, c'est des infrastructures sur place du côté des pays africains. Il y a le gagnant-gagnant. Il y a, à mon avis, le plus important, c'est le transfert de technologies. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère de l'intelligence artificielle. Les Américains peuvent apporter le transfert de technologies, ils peuvent apporter des investissements nouveaux. L'argent frais marque sur le continent avec la réduction de l'aide publique au développement et avec la méfiance que certains ont à investir sur le continent africain. Je pense que les États-Unis peuvent apporter une aide massive en matière d'investissement direct étranger, l'UDE, qui peut permettre de développer, et surtout, de mon point de vue, le développement du secteur privé. Puisque moi, je suis spécialiste du Sahel, par exemple, on voit au Sahel, il y a un besoin de création massive d'emplois pour les jeunes et les États ne peuvent pas le faire. C'est le secteur privé qui peut le faire. Et sur ce plan-là, les Américains ont une ingénierie, ont les moyens qu'ils peuvent amener pour aider les pays africains à aller de l'avant. En parlant du Sahel, justement, il y a aussi la question de la sécurité. La question sécuritaire liée à la menace djihadiste dans la région du Sahel, est-ce qu'elle a également été abordée lors de cette réunion? Est-ce qu'elle va peser dans la balance? Oui, le défi sécuritaire, on ne peut pas faire le développement sans la sécurité, comme on ne peut pas faire la sécurité sans le développement. C'est l'absence du développement qui a permis à l'insécurité de prospérer. Et pour répondre aux défis de la sécurité, il faut le développement. Et de ce point de vue, à mon avis, les Américains peuvent apporter une valeur ajoutée à ce qui est fait aujourd'hui et ils peuvent aider à rectifier l'échec qu'on a enregistré au Sahel. Et les Américains pourraient aller militairement au Sahel, sur le terrain également? C'est des objectifs de Donald Trump ou pas? Non, ils ne sont pas engagés, les Américains ne sont pas engagés par une présence massive, mais ils peuvent apporter de la formation, de l'équipement et surtout du renseignement qui manque à ces États pour répondre aux défis. Et surtout la question du développement. Parce que l'erreur qu'on a commise au Sahel, c'est de considérer que le défi sécuritaire peut être écrasé par la force. Alors que là, les Américains vont apporter l'accompagnement en matière de sécurité, mais aussi en matière de développement. Donc pour vous, pour l'instant, c'est un bon deal, selon vous, un bon début en ticket de discussion entre ces pays africains et les États-Unis? Non, le paradigme est prometteur. Maintenant, pour qu'il soit un succès, il faut que les pays africains se mettent dans la posture de négocier gagnant-gagnant. S'ils se mettent dans une posture de faiblesse, c'est clair qu'ils vont être roulés comme avec les autres partenaires. Et vous le redisiez, pour y arriver, il faut s'unir. Il faut s'unir parce que si les pays négocient séparément face aux États-Unis tout seul, un pays comme le Gabon qui fait moins de 2 millions d'habitants, s'il négocie tout seul face au... C'est pour cette raison, à mon avis, qu'il faut apporter des revendications
qui sont des revendications qui forment des régions, par exemple l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, et se mettre ensemble pour négocier avec les États-Unis les meilleurs deals. Et ça peut permettre aux économies africaines d'avancer. Seydi Kaba, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que selon vous, Donald Trump, il souhaite discuter affaires avec l'Afrique dans l'espoir également de contrer la Chine, la Russie, qui s'étend actuellement sur le continent africain? Ah oui, c'est stratégique. Il y a toujours en arrière-plan cette présence chinoise qui inquiète les États-Unis. Et la compétition, l'Afrique est devenue un terrain de compétition avec la Chine, avec la Russie. Mais sauf que les Chinois ont aujourd'hui une longueur d'avance par rapport aux autres qui ont hésité à investir en Afrique. Je crois qu'il y a cette volonté de rattraper. La Chine est devenue le premier investisseur, est devenue même le premier créancier de plusieurs pays africains. Et là, les États-Unis ont cette volonté justement de faire autrement et de rattraper en si peu de temps le retard qu'ils ont pris par rapport à la Chine. Est-ce que vous pensez que la plupart des habitants des pays africains ou des gouvernants africains ont confiance en Donald Trump dans ses dires, dans ce qu'il va mettre en place? Non, je crois qu'il y a une méfiance naturelle envers Trump, compte tenu de sa posture souvent changeante. Mais comme il s'agit cette fois d'économie, à mon avis, on lui fait plus crédit que sur ses promesses politiques. Et les pays africains, à mon avis, ont compris qu'il y avait là une fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir et ils vont commencer à se préparer. Parce qu'il y a aussi la dimension préparation. Il ne faut pas venir à cette négociation mal préparée ou non préparée du tout, parce que si on vient face à un Trump qui est un ogre des affaires, c'est clair que les pays africains seront perdants s'ils ne se sont pas préparés et s'ils ne présentent pas des dossiers qui peuvent avoir une certaine efficacité. Et j'ajoute, Seydi Kaba, en guise de conclusion, qu'une réunion élargie serait déjà prévue en septembre dans le cadre justement de cette nouvelle stratégie atlantique américaine, selon plusieurs médias, et on ne connaît pas encore les pays qui pourraient être invités, mais on suivra ça bien entendu donc en septembre prochain. Merci beaucoup Seydi Kaba, journaliste, écrivain spécialiste du sel, d'avoir été l'invité du 64 minutes. Merci à vous.